Eh bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont soutenus financièrement, techniquement, subtilement ou de toute autre manière lors de la dernière conférence. Nous ne pouvons pas répondre à chacun d'entre vous, à chacune, alors soyez vraiment remerciés pour cette participation au travail de groupe dans lequel nous sommes tous engagés ensemble. Poursuivons donc notre thème annuel, en quête de sens, incarner l'espoir au quotidien, avec le troisième temps du printemps, les énergies Gémeaux. Les énergies Gémeaux, c'est le troisième temps fort du printemps. Après Pâques et le Vésac, la pleine lune des Gémeaux est appelée la fête de la bonne volonté. En fait, cette fête de la bonne volonté, elle va concerner l'humanité tout entière qui commence à être consciente de sa créativité, de son rôle sur Terre. Les chrétiens célèbrent cette fête parce qu'ils appellent la Pentecôte. Pentecôte, ça vient d'un terme grec qui veut dire 50. C'est 50 jours après Pâques. En fait, c'est surtout, si on regarde l'histoire, 10 jours après l'Ascension. En effet, au moment de ce qu'on appelle l'Ascension, Jésus s'est retiré aux yeux de ses disciples, il a disparu, on dit qu'il s'est élevé au ciel, et ils se sont retrouvés tout seuls. Du coup, que faire? Quelle est la suite des événements? Ils se sont beaucoup interrogés, certains craignaient un petit peu pour leur vie, d'autres se disaient mais nous on n'est pas capable de continuer cet enseignement. Donc ils se sont réunis en décidant ce qu'ils allaient faire. Et à un moment donné, donc en maturant toute cette histoire, en maturant tout ce qu'ils avaient pu vivre avec Jésus, quelque chose s'est imposé à eux, on ne peut pas garder ça pour nous. Alors peut-être qu'effectivement, on n'est pas digne ou pas capable d'enseigner, on ne va pas pouvoir faire passer des choses comme peut-être Jésus le faisait passer, mais une chose est certaine, de toute façon, on ne peut pas garder ça pour nous, et d'une manière ou d'une autre, peut-être par le rayonnement, il va falloir faire passer donc ce message. Et donc ils sont sortis, ils ont fait passer ce message à la Pentecôte. Nous, dans cette période des Gémeaux, c'est exactement ce qui nous est demandé. Nous aussi, nous avons vécu consciemment ou inconsciemment beaucoup de choses pendant ces 6 derniers mois, et plus particulièrement pendant ces 2 derniers mois. Nous avons donc vécu des choses dont on n'est pas forcément conscient, mais c'est ça dont il faut se dire, réalisons ce que nous avons vécu, essayons d'en prendre conscience, essayons de voir en quoi nous pouvons être utiles à l'ensemble, faire avancer les choses qu'on a vécues, ne les gardons pas pour nous. Rayonnons-les. Et c'est le point de départ donc de toute une histoire qui sera donc la fin de l'année. Ne pas garder ça pour soi, ça c'est vraiment le point clé de cette histoire de la pleine lune Gémeaux ou de la Pentecôte. Naturellement, on pourrait dire, oui, mais moi, individuellement, je n'ai pas du tout souvenir d'avoir vécu quelque chose depuis ces mois. J'ai peut-être des bribes comme ça, mais des choses essentielles à rayonner, c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'individuellement, quelquefois, c'est pas encore toujours très très clair. Mais ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est que l'essentiel, c'est que nous avons vécu des choses en tant que groupe. N'oublions pas que du point de vue de l'âme, l'individu n'existe pas. C'est toujours en tant que groupe de méditants, en tant que groupe d'âmes, en tant que groupe humain, que les choses donc peuvent se vivre. Et donc à différents degrés, qu'est-ce que nous avons vécu tous ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons dire que nous avons vécu ça pendant donc cette période et que c'est quelque chose que nous n'allons pas garder pour nous parce qu'on le réalise et on le met à la disposition de tous. Une chose est certaine, c'est que nous sommes maintenant depuis 3 mois dans une crise sanitaire qui nous prend bien, qui nous occupe bien. Et on commence maintenant à pouvoir recommencer à bouger comme avant. Or, le titre de la conférence est « Ne bouge pas, avance ». Il y a là peut-être un paradoxe qu'il va falloir éclaircir et qu'on va éclaircir donc au fur et à mesure. Ce qui est intéressant dans cette phrase, donc « Ne bouge pas, avance », c'est que c'est vraiment quelque chose dont on pourrait dire déjà que lorsqu'on vit une crise, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle soit très très grave, comme une guerre, ou bien moins grave, comme celle que nous vivons actuellement, toute crise est toujours un moment révélateur, qui nous bouge, physiquement, émotionnellement, mentalement, mais ne nous fait pas forcément avancer. Ça nous bouge, ça nous remue, mais ça ne nous fait pas forcément avancer. On va essayer de voir ça un petit peu plus tard. Lorsqu'il y a une crise, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de réaliser que c'est toujours l'extraordinaire d'une situation qui nous tire de nos habitudes, de nos routines, sur tous les plans. Et c'est grâce à cet extraordinaire que finalement ça présente des interrogations et des espaces où peuvent se glisser de nouveaux éléments. Alors que si on reste sur la lancée de l'ordinaire, les jours se passent souvent sans changer grand-chose. L'extraordinaire révèle des comportements particuliers, des aspects psychologiques, qui ne se voient pas ou peu quand on est justement dans l'ordinaire. Car dans le quotidien, on est pris dans un mouvement sans conscience que rien ne vient bousculer. Et la plupart du temps, on ne s'interroge pas plus que ça.
Ainsi, nous pouvons nous révéler dans une crise, et c'est peut-être ce que nous avons pu vivre, ce sont simplement des exemples, on a pu se révéler par exemple peureux, ou au contraire très confiant, individualiste, ou au contraire totalement solidaire. On a pu se révéler courageux ou lâche. On a pu même se révéler complotiste ou constructif, c'est-à-dire victime ou acteur. Et c'est dans l'épreuve, c'est toujours intéressant de le voir, que l'on éprouve nos croyances, qu'on éprouve nos engagements et notre cohérence. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir régulièrement des crises de cette manière-là, parce que ça fait surgir des choses tout à fait inhabituelles qui ne surgissent pas forcément dans le quotidien, dans l'habituel de notre quotidien. La fois dernière, nous avons vu qu'il y avait 3 manières de réagir à une crise. Ça n'avait pas manqué avec celle-ci, on a bien vu comment les gens, d'une manière générale, réagissaient donc de ces 3 manières. On avait vu que selon les états de conscience, si on restait en conscience de dépendance, eh bien on pouvait réagir tout simplement en subissant. En conscience individuelle, on pouvait être quelque peu révolté, on pouvait être rebelle. Ou bien en état de conscience d'ensemble, beaucoup plus en rapport avec l'âme ou avec la conscience de groupe, on pouvait être dans l'acceptation, qui n'est évidemment pas du tout une résignation comme nous l'avions expliqué. Bon, je ne recommence pas du tout à expliquer ça, puisqu'on l'a vu la fois dernière. On va simplement ajouter des petites choses par rapport à ces 3 points. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 premiers cas, quand on est en subissant ou bien au contraire dans la critique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart du temps, on est dans la critique bonne ou mauvaise de ce qui est fait, de ce qui a été fait. On n'arrête pas d'avoir des discussions et on entend toutes sortes de discussions sur qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi ou qui n'a pas fait. On attribue des notes, bonnes ou mauvaises. On se transforme le plus souvent en donneur de leçons, quand ce n'est pas en procureur général. Et là, on voit que dans tout ce travail, l'accent est constamment mis sur des polarités. L'accent est mis sur des personnes. Par contre, quand on est en conscience d'ensemble, l'attention est déplacée complètement sur l'acceptation. Et on ne perd pas de temps et d'énergie à revenir sur le passé, sur ce qui est fait. En fait, on va chercher à percevoir ce que met en lumière la crise et quelles sont les réponses à apporter. Après tout, que les gouvernements du monde aient décrété le confinement, qu'ils aient eu raison ou qu'ils aient eu tort, mais peu importe, c'est fait. Et ce qui compte, c'est que ça a mis en lumière certaines idées qui autrement n'auraient sans doute pas été révélées d'une manière aussi forte. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, on a un autre état de conscience quand on pense comme ça en conscience globale. Naturellement, du coup, dans cet état de conscience, on sait aussi qu'il ne faut pas focaliser sur des individus. Il ne faut pas focaliser sur des faits. Ce n'est pas là que se trouve la véritable cause des choses. Absolument pas. Ça, quand on est dans l'illusion de l'individualisme, c'est quand on est soi-même complètement en conscience individuelle. En conscience d'ensemble, on est à côté de la plaque si on focalise sur des individus. On sait très très bien qu'il faut remonter au monde des causes. Et que ce remonte des causes, il nous fait remonter au monde des énergies. Et derrière le monde des énergies, il nous fait remonter au monde des consciences supérieures. On réalise que finalement, toutes les causes proviennent de l'interaction mondiale de toutes les consciences, quelque niveau que ce soit, transmises par un réseau universel d'énergie. Et ça nous oblige à remonter complètement à ce réseau d'énergie et à ce niveau de conscience. Et c'est là qu'on va trouver le monde causal. C'est vous dire à quel point, quand on remonte sur ces réseaux, il n'est pas du tout question de focaliser sur telle ou telle personne. C'est strictement impossible. On a affaire à des réseaux, à des interactions. Au sein de ces réseaux, l'interdépendance est la règle. Et voilà pourquoi la focalisation sur telle ou telle personne est strictement impossible. Ça n'a aucun sens. Comprendre le monde, c'est comprendre les interactions d'énergie-conscience qui s'expriment à travers des relations à tous les niveaux. Donc pour comprendre, et on pourrait même dire aussi pour agir dans le monde, c'est agir à travers des interactions d'énergie-conscience, puisque énergie et conscience sont vraiment inséparables, qui s'expriment à travers des relations, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau de la personnalité, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, à tous les niveaux, on va retrouver complètement ces aspects-là. Et ça, c'est ce que symbolisent justement les énergies Gémeaux. Ces énergies Gémeaux, donc ces énergies du moi, elles sont présentées comme 2 piliers, 2 polarités, plus et moins. Donc ce sont les jumeaux, Castor et Pollux, ou les 2 points. Et puis donc on les relie l'un avec l'autre. Donc là on montre très très bien finalement qu'il y a 2 polarités, 2 personnes qui sont reliées. Ça c'est la manière, on pourrait dire, exotérique
de présenter les choses. Ça, c'est vrai qu'on peut voir les choses, et ça accrédite apparemment, quand on voit ce dessin, l'idée qu'il existe avant tout des polarités, il existe avant tout des individus, et que finalement on va créer ensuite, entre ces polarités et ces individus, on va créer des relations. Plus subtilement, la physique quantique et l'ésotérisme parlent d'un monde dans lequel les relations d'énergie sont la règle générale, et les polarités sont une exception. Dans l'univers, c'est avant tout un univers d'énergie et d'interdépendance et d'interrelation dans lequel il y a finalement, malgré toutes les étoiles, toutes les galaxies, toutes les planètes, c'est ridiculement minuscule par rapport au monde de l'énergie. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est créé avant tout, c'est ce monde de conscience. La physique nous dit que, avec cette phrase bizarre, c'est la relation entre les particules qui crée les particules. On ne peut pas imaginer que finalement on a deux particules et qu'on crée une relation entre elles. C'est impossible. C'est la relation qui crée. Si vous arrêtez la relation, la particule disparaît. Si vous arrêtez le mouvement, la particule disparaît. Ça veut dire que la polarité n'existe que s'il y a mouvement. Ça peut être surprenant, hein, mais c'est vrai que si on l'applique par exemple à nous, ça peut être beaucoup moins surprenant. Par exemple, c'est évident que c'est la relation d'amitié qui va créer deux amis. Ou c'est la relation d'amour qui va créer deux amoureux. Et on sait très bien que si la relation s'arrête, pouf, les deux amis s'arrêtent, ou les deux amoureux s'arrêtent. Souvent dans le quotidien, ça ne se voit pas. Parce qu'on fait comme si la relation n'était pas arrêtée. Donc voilà, il y a des amis qui continuent longtemps, alors que la relation est terminée, à faire croire qu'ils sont encore amis, ou des amoureux à faire croire qu'ils sont encore amoureux, alors qu'il n'y a plus de relation. Donc ça n'existe pas. Donc nous, on est prisonniers un peu de la forme. Mais en réalité, ça disparaît instantanément. Ça ne circule plus, ça n'existe plus. Ça recircule, ça existe. C'est pour ça que quelquefois on peut être surpris d'avoir des relations d'amitié avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, tout simplement parce qu'intérieurement, subtilement, la relation ne s'est jamais interrompue. Donc on est toujours deux amis. Par contre, essayer de s'étiqueter amis, comme ça, on est des amis, sans entretenir véritablement la relation, ça n'a strictement aucun sens. C'est intéressant de voir, vous voyez, ce processus Gémeaux, parce que c'est ce qu'on retrouve naturellement dans toutes les sagesses antiques, hein, dans le système du yin et du yang. On voit qu'il n'y a que de l'énergie, et que cette énergie, elle est tout à fait instable, et que cette énergie, elle passe sans arrêt du plus et du moins, et que dans tout plus, il y a un moins, et que dans tout moins, il y a un plus. C'est extrêmement complexe, mais c'est vraiment cette histoire du yin et du yang qui donne peut-être la meilleure idée de la physique quantique, et qui montre comment on est vraiment dans un continuum d'énergie, dans un entrelac d'énergie constant, que ce soit donc au niveau horizontal ou que ce soit au niveau vertical, du point de vue de ce qui relie tous les individus et de ce qui relie donc la conscience. C'est intéressant parce que du coup, on peut voir qu'à partir de là, quand on parle de réseau, les Gémeaux sont aussi le symbole du corps éthérique. Bon, vous connaissez tous le corps éthérique, c'est ce corps d'énergie donc qui nous imprègne complètement et qui a un rôle très important donc d'animateur du corps physique, mais qui a un rôle encore plus important, c'est d'être le maillon, l'intermédiaire entre le monde de la conscience et le monde physique dense. Ça veut dire que le chaînon qui fait que la conscience, n'importe quel état de conscience, des supérieurs jusqu'au niveau émotionnel, tous ces états de conscience, quels qu'ils soient, eh bien, s'ils peuvent arriver à s'exprimer par le physique, c'est à travers justement ce corps d'énergie. Donc les Gémeaux sont vraiment encore là aussi ce symbole de cette relation importante entre la conscience et le monde physique. Et comme le corps éthérique, comme vous savez, c'est pas quelque chose qui est simplement à nous, nous sommes une partie du corps éthérique planétaire, lequel corps éthérique planétaire est une partie du corps éthérique du système solaire, lequel est une partie de la galaxie, etc., etc. Donc finalement, on s'aperçoit que les Gémeaux symbolisent vraiment ce processus d'universalité de la relation. Tout est en relation avec tout, du point de vue de l'énergie, et qu'on regarde finalement le réseau de l'âme, puisqu'on sait que l'âme n'est pas individualisée, donc là aussi c'est un réseau gigantesque, qu'il s'agisse du réseau du corps éthérique, donc du réseau physique, et qu'il s'agisse du rapport entre les deux réseaux, entre le réseau supérieur et le réseau inférieur, donc dans tous les sens, de toute façon, comme une grande croix, toute l'énergie des Gémeaux symbolise ce processus donc de mise en relation de tout avec tout. Alors, cette perception, elle nous incite à tenter d'arrêter de comprendre le monde à travers les individus ou les faits, mais à travers les relations de conscience et d'énergie qui nous relient en permanence. Donc on arrête de focaliser et on se remet complètement dans le processus des énergies. Le confinement, la distanciation sociale, ont mis en évidence l'importance de la relation, à contrario. Et ça a mis à jour ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. D'un seul coup, la relation, qui était quelque chose de banal, qu'on pratiquait au quotidien, quelque chose dont on avait l'habitude, d'un seul coup, cette relation, on dit « Ah, mais on s'est interrogé dessus. On s'est interrogé sur la relation qu'on avait
en couple, avec des amis, avec des gens, avec notre boulot, avec la nature, avec l'ensemble. Bref, toutes les relations ont été quelque peu interrogées, remises en question. Du coup, c'est vrai qu'à travers ça, on a vu qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui ne l'était pas. Ça a resserré certains liens dans les couples, où ça en a complètement disjoint. Ça a insisté sur la présence ou sur l'absence de qualité de la relation. Mais ce qui est certain, c'est que ça nous a incité complètement à regarder les autres autrement, à les considérer différemment, à les reconnaître plus profondément. D'où, justement, des relations de plus en plus justes. Parce que si on ne reconnaît pas l'autre, il n'y a pas de respect, et la relation, elle est tout à fait donc, injuste. Alors, ce processus relationnel dont je viens de vous parler, c'est peut-être une des choses les plus essentielles qui a été mise à jour pendant ces 2 mois. Quelques exemples, comme ça, c'est pas du tout complet, mais c'est quelques exemples. Ça a mis en évidence, par exemple, à quel point on avait des relations justes ou pas justes avec les voisins. On les reconnaissait ou on ne les reconnaissait pas. Relations entre voisins. Relations entre jeunes et personnes âgées. Puisque certains jeunes ou certains hommes mûrs ont dit c'est un scandale de priver la jeunesse de boulot, etc. Tout ça pour empêcher de mourir certaines personnes âgées. Voilà, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on les considère? Quelle est la relation qu'il peut y avoir justement entre les deux? Relation entre les couples, à l'intérieur des couples, et avec les enfants. Confinés, quand on a plusieurs enfants, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément toujours très facile à vivre. Et ça remet en question la relation que l'on a ensemble. Entre parents et enseignants. Les parents ont découvert le métier d'enseignant. Ils se sont aperçus que c'était un métier à part entière. Ils ont mangé leur crayon et ils se sont dit comment font les enseignants avec 25 gosses alors que moi qui en ai qu'un, je ne m'en sors pas. Donc ça, d'un seul coup, ça a complètement amené à reconsidérer ces gens-là en disant mais finalement, chapeau. Alors qu'on a tendance à considérer que n'importe qui peut enseigner. Eh ben non. Relation entre certains métiers totalement indispensables à la communauté et généralement pas du tout valorisés. Par rapport à d'autres métiers, peut-être beaucoup moins indispensables à la société, et par contre très très valorisés. On a vu aussi toutes les relations qui pouvaient exister entre les gens favorisés qui ont passé la crise haut la main et ceux qui étaient complètement défavorisés pour qui c'était absolument extraordinairement difficile. C'est vrai que c'est facile de dire que la crise est l'occasion d'une prise de conscience. Oui, quand on l'a passé relativement facilement et qu'on peut faire ça, mais pour les gens qui n'en sont pas là, c'est vrai que c'est vraiment une catastrophe. Et ça, il faut vraiment, vraiment bien le prendre en compte. Et puis, il y a toutes les relations économiques, toutes les relations commerciales, les relations qui doivent exister entre la nécessité ou non d'un service public face aux intérêts privés, la relation à la nature, la relation aux animaux, et puis la relation de soi à soi, de remise en question diverses, de remise en question de la vie. Alors bien sûr, on sait depuis très longtemps que la relation elle est fondamentale, que la relation est importante, mais c'est vrai qu'une fois de plus, cette crise, ce confinement plus exactement, nous a permis de voir et de préciser un peu plus la relation juste ou injuste, la relation de qualité ou la relation qui manque sérieusement de la qualité, et ceci dans tous les secteurs de notre civilisation. J'arrête pas de parler de relations justes et on peut se demander mais qu'est-ce que c'est qu'une relation juste? On a souvent parlé d'idées justes, en disant que en science par exemple, et dans tous les domaines, toute idée juste est de nature temporaire. Ça veut dire qu'on ne peut jamais dire qu'une idée juste, en dehors de tout contexte, elle est juste de chez juste, elle le sera toujours. Non. C'est toujours par rapport à un contexte, et c'est toujours momentané, c'est remplacé par une vérité beaucoup plus juste et beaucoup plus fondamentale. Généralement, qui ne veut pas dire que l'idée précédente devient fausse, mais elle est prise simplement qu'une parcelle d'une idée beaucoup plus juste. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc maintenant par rapport à la relation. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, les relations, finalement, elles dépendent d'un contexte, elles dépendent de la culture, elles dépendent de la civilisation, et elles dépendent complètement des états de conscience. Par exemple, les Chinois, qu'on a beaucoup impliqués dans cette histoire-là, à cause du fameux pangolin, les Chinois considèrent juste de manger tout ce qui bouge. Tous les animaux ont grâce à leurs yeux. Mais alors vraiment tous, ils peuvent aller manger tout et n'importe quoi. Et ils trouvent ça juste. Naturellement, pour nous, non. Nous, on ne trouve pas ça juste. Mais c'est juste une question de culture. Eux, c'est leur histoire. On ne va pas les condamner pour ça en disant c'est profondément injuste. De qui sommes-nous pour pouvoir juger cela? Nous, on a d'autres processus que eux peuvent trouver parfaitement injustes. C'est intéressant de voir que les relations justes, elles vont être éminemment différentes s'il s'agit par exemple d'un peuple premier, dans lequel il y a certaines relations qui peuvent tout à fait nous surprendre, et de peuple à peuple, mais qui ne vont pas du tout être les mêmes que dans une société éminemment religieuse et totalement religieuse, qui ne seront pas du tout les mêmes que dans une société très individualisée, libre, comme la nôtre.
Donc c'est évident qu'on pourrait prendre plein d'exemples comme ça, mais les relations justes, elles sont éminemment relatives. Et c'est toujours intéressant de se réserver comme ça quant au jugement, quant à la critique, en disant ça c'est juste, ça c'est pas juste. Chacun progresse de civilisation en civilisation, d'état de conscience en état de conscience, vers quelque chose qui est de plus en plus juste. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout donc la relation juste en conscience d'ensemble. Nous faisons des conférences par rapport à cette conscience-là, donc on ne cherche pas à aller plus loin par rapport au progrès que vont faire les autres états de conscience. Restons donc dans cette relation juste en conscience d'ensemble. C'est ce vers quoi nous allons. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une relation en conscience d'ensemble? C'est une relation qui est faite de respect et de reconnaissance de l'autre. Ça, c'est important de voir que la reconnaissance de l'autre, c'est le point de départ de l'amour. Si on ne reconnaît pas l'autre dans ce qu'il est, dans son fondement, dans son essentialité, si on fait une reconnaissance superficielle, ah, je reconnais que tu as un beau physique, ah, je reconnais que tu es chouette, ah, je reconnais que tu n'es pas bête, ah, non, ça, on est absolument à côté de la plaque, on n'est pas dans la relation juste. Si on cherche justement suffisamment à se décentrer et à pouvoir dire, je te reconnais dans ce que tu es fondamentalement, que ça me plaise ou pas, là n'est pas la question, je te reconnais. Et donc par rapport à ça, il y a un respect qui se met en place. Il y a une relation juste qui se met en place. En plus, chacun est reconnu à sa place au sein d'un tout, au sein d'un ensemble. Là encore, c'est important qu'on reconnaisse, c'est normal en conscience d'ensemble, la globalité, le processus organique. Chacun est reconnu comme un organe d'un organisme. Et comme dans tous les organes d'organisme, on ne peut pas dire que tel organe est fondamental par rapport à un autre. Nous, on aurait tendance à dire, par exemple, que le cœur est fondamental. Si le cœur s'arrête, tout s'arrête. Oui, mais on pourrait citer plein d'autres organes qui, s'ils s'arrêtent aussi, ça ne va pas très bien non plus. Par conséquent, on ne peut pas créer une hiérarchie. Il faut se rendre compte que là, il y a vraiment quelque chose qui fait que tout est absolument important. Et c'est ça qui fait ce qu'on appelle la solidarité. Ça veut dire quelque chose qui est cohérent, qui fait que chaque organe a sa véritable place. C'est ce qui amène finalement des relations équitables, des relations justes entre tous. Et naturellement, les relations équitables, ça veut dire pas simplement au niveau des humains. Ça veut dire qu'on connaît généralement le terme terrien. Nous sommes, nous, les terriens. Ce qu'on entend très rarement, même chez les gens qui parlent des autres règnes, c'est de dire qu'il serait temps de partager le terme terrien avec tous les autres règnes. Nous sommes des coéquipiers. Nous sommes sur cette terre, et les terriens, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les dévas, et tout ce qui peut vivre, visible ou invisible. Tout ça, ça forme l'ensemble des terriens. Et une relation juste à tout cela, c'est de considérer tout cela et de donner l'importance organique à tout cela. Comme vous pouvez le voir, ce type de conscience, bon, on en parle souvent, c'est pas la peine de trop le développer, mais ça met complètement fin aux relations de conscience individuelle, qui sont généralement des consciences de pouvoir, d'exploitation, d'iniquité, d'utilitarisme et de rapport personnel. C'est vraiment quelque chose qui met fin à ça pour ouvrir complètement à d'autres relations. Donc définir des relations justes, ça dépend complètement du contexte, mais c'est évident que l'avenir de l'humanité dépend de ce type particulier de relations justes, en conscience d'ensemble, vécues en conscience d'ensemble. Car même si peut-être les gens en conscience individuelle estiment que leurs relations sont justes par rapport aux autres, n'empêche que ça nous conduit quand même à des problèmes très sérieux concernant donc la planète Terre. Alors cette conception de relation juste, elle existe depuis très longtemps, mais depuis qu'on a été confiné, je ne sais pas si vous trouvez, mais elle a gagné du terrain. On l'entend de plus en plus. Depuis quelques mois, c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus. Même si elle est loin d'être majoritaire, mais ça progresse. On pourrait même peut-être dire que c'est l'idée du XXIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si c'était l'idée du XXIe siècle? On dit en ésotérisme qu'en fait, chaque siècle voit une idée nouvelle principale émerger et s'installer peu à peu dans la société. Vous allez me dire, une idée par siècle, c'est pas beaucoup. Ça dépend du niveau où on le voit. Il y a plein d'idées qui génèrent dans les siècles, plein d'idées. Mais si vous remontez, vous faites en forme de triangle, en forme de pyramide, et que vous remontez de la base vers les choses essentielles, que vous faites des synthèses, à un moment donné, vous arrivez à une idée fondamentale. Par exemple, exerçons-nous à cela, c'est très intéressant par rapport au XXe siècle. Quelle est l'idée qui a émergé fondamentalement au XXe siècle? Frédéric et moi, on vous propose l'interdépendance. L'interdépendance. Dans tous les domaines, tout ce qui a été séparé a été interrelié. Prenons quelques exemples.
Dès le début du XXe siècle, ça a commencé très très fort avec la physique quantique. Oh, à l'époque, il y avait pratiquement personne qui s'y intéressait, un seul les spécialistes. Donc c'est vraiment maintenant, vous voyez, presque un siècle après, qu'on dit mais la physique quantique, mais c'est bigrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a tellement avancé, nous, humanité, dans cette histoire de interdépendance, que maintenant on se rend compte que le message fondamental de la physique quantique, au-delà de l'aspect physique, mais de l'aspect philosophique, c'est une certaine forme d'interdépendance poussée à l'extrême, ce qu'on appelle une intrication. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps qu'est apparue la physique quantique, est apparu aussi un autre enseignement, l'enseignement ésotérique d'Alice Bailey, avec en particulier l'enseignement sur les 7 rayons. L'enseignement sur les 7 rayons, c'est l'aspect intérieur de la physique quantique. C'est l'aspect subjectif de la physique quantique. Et les deux sont apparus et se sont développés en même temps. Quand la physique quantique dit tout est absolument énergie, les 7 rayons nous disent oui, et cette énergie, effectivement, tout est énergie, mais ils ont 7 qualités fondamentales qu'il faut étudier après en fractal. Donc on voit bien combien ces deux enseignements sont fondamentaux et sont apparus en même temps. Et les deux disent exactement la même chose, et les deux se rejoignent. Simplement, il y en a un qui décrit plus l'aspect physique et donc plus l'aspect intérieur. Ces deux aspects-là, dès le départ, oui, dès le début du siècle, mettre l'accent sur l'interdépendance fondamentale. Après, très rapidement, on a vu pour la première fois un internationalisme institutionnel. En 1919, la Société des Nations, après avec l'ONU. Oh, avant, il y avait bien des relations. Avant, les pays se rencontraient, etc. Mais une interdépendance institutionnelle comme ça, jamais. Ça n'existait pas. Pour la première fois, on a mis tous les pays à se dire nous sommes tous interdépendants, on va tous se rencontrer et se parler dans un seul et même endroit. S'en est suivi une interdépendance économique, une interdépendance financière. Et puis on pourrait citer un peu pêle-mêle l'interdépendance du climat, dont on a appris à se rendre compte à quel point ce qui se passait dans un coin de la planète, ça avait des répercussions énormes de l'autre côté. Ça, c'est pendant le XXe siècle qu'on s'est aperçu de l'incidence, par exemple, du phénomène El Niño sur les côtes du Chili, et que si El Niño était fort ou pas fort, toutes les conséquences que ça avait, y compris sur l'Europe. Donc une interdépendance climatique fondamentale. Une interdépendance naturellement chimique, par les pollutions, nucléaires, par Tchernobyl. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dont on s'est aperçu, mais on est tous interdépendants, on ne peut pas s'isoler, y compris les virus. On s'est aperçu par la grippe de Hong Kong, par les grippes, enfin, déjà même la grippe espagnole, qui a fait tellement de morts, je ne sais plus combien de millions de morts donc en 1918, ça a été absolument fantastique, que finalement, quelque chose qui naît à un certain endroit, de toute façon, ça se répand dans le monde et on ne peut pas y échapper. On s'est rendu compte que l'isolement n'a strictement aucun sens. L'interdépendance des règnes de la nature, ça aussi c'est relativement récent. L'interdépendance par exemple des végétaux entre eux, des arbres entre eux, des plantes entre elles. C'est à la fin du XXe siècle qu'on a commencé à parler de ça, qu'on a commencé à parler des plantes amies ou ennemies. Au potager, il faut mieux planter telle plante à côté de telle autre, mais pas avec telle autre, ça ne va pas du tout. On a commencé à avoir des relations, et avec les animaux, et les animaux entre eux. Et y compris à notre niveau, on a complètement changé d'idée par rapport au monde des bactéries. Les bactéries, avant, c'était l'ennemi. On n'avait qu'un mot, c'était vraiment les antibiotiques, etc. Contre les bactéries et contre les virus. Mais à partir de là, on s'aperçoit que non, c'est une véritable coopération. On s'est aperçu que l'expression de Darwin, avec le combat pour la vie, était totalement fausse. C'est la coopération pour la vie à tous les niveaux, avec une interdépendance dont on ne commence à percevoir ce qu'elle est. On ne voit pas du tout encore tous les tenants et aboutissants. Et donc on sait qu'il va falloir trouver l'interdépendance entre les virus, la planète et nous, entre les bactéries, nous. On sait très bien que si on supprime toutes les bactéries en nous, rappelons qu'il y a plus de bactéries que de cellules en nous, on meurt. Donc c'est intéressant de voir que d'un seul coup, toutes ces interdépendances sont devenues absolument évidentes, nécessaires, et que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Pour finir, la psychologie, le début de la psychanalyse avec Freud, avec l'interdépendance entre l'inconscient et le conscient, avec ce qu'on a vécu avant puisqu'on a vécu maintenant, etc. Même la mise en évidence pour l'Occident des vies antérieures. L'interdépendance entre les vies antérieures et la vie de maintenant. En Orient, c'était longtemps qu'on le savait, mais en Occident... Donc c'est vraiment intéressant de voir que c'était quelque chose de tout à fait fondamental et que maintenant, c'est mis en évidence. L'interdépendance, elle est partout. Elle est née comme ça progressivement, c'était une affaire de spécialistes, on peut dire que maintenant, on ne peut plus véritablement la nier à la fin du XXe siècle. Mais le problème, c'est que en conscience individuelle, on a certes réalisé qu'on était un magnifique réseau d'interdépendance et que certains en ont profité en conscience individuelle pour en faire un réseau de profit.
Puisqu'on est interdépendant entre tous les pays, allons-y, servons-nous. Puisque tout est ouvert, allons-y, servons-nous. Tout est à notre disposition. Alors qu'on aurait pu croire, si vous voulez, qu'au contraire, cette prise de conscience d'interdépendance aurait amené des justes relations. On aurait pu dire, si on est vraiment interdépendant, attention, tout va nous retomber sur le nez. Je me souviens des paroles d'un physicien qui s'appelait Bessarab Nicolescu, qui avait écrit un bouquin, Le monde, la particule et nous, et dans lequel il disait, mais si on se rendait compte, de par la physique quantique, à quel point nous sommes reliés, interconnectés, interdépendants, et que tout ce que nous faisons, il ne parlait pas de karma en physique, et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, à un moment donné, tout ça forcément, c'est quelque chose qui nous revient. Ne serait-ce que par pur égoïsme, on serait altruiste. C'était assez excellent. Se rendre compte, mais non, on n'a pas compris. On n'a pas compris ça. Mais c'est normal, en conscience individuelle, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. Et par conséquent, on continue de faire comme si on n'était pas du tout interdépendant. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement, l'idée du XXIe siècle pourrait être justement les justes relations au sens où on l'entend en conscience d'ensemble, tel qu'on l'a vu du point de vue de l'âme, du point de vue de tous. L'interdépendance a été un premier pas tout à fait fondamental. Mais comme on voit, vécu par la conscience individuelle, ça donne de mauvais rapports. Il faut maintenant arriver à se dire que cette idée est peut-être l'idée d'avenir. Que maintenant, si cette idée, elle progresse de plus en plus, c'est peut-être cette idée fondamentale que maintenant il nous faut développer pour un siècle. Ça nous paraît peut-être anodin, dire c'est peut-être un peu juste, les relations justes pour un siècle, sauf que comme j'ai défini tout à l'heure ce qu'étaient les relations justes du point de vue de la conscience d'ensemble, il y a un sacré boulot. Que telle ou telle personne puisse le vivre, oui, d'accord, des gens qui sont avancés qui pourront faire ça, mais que l'humanité puisse vivre ça, on n'aura pas trop, c'est moins qu'on puisse dire, d'un siècle pour pouvoir y arriver. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt de nos sociétés pendant 2 mois a été une ouverture par laquelle l'idée de relation juste a trouvé une espèce de nouvelle résonance. Vous avez été tous au courant sur Internet que des groupes travaillaient au monde d'après. Ça a donné des groupes qu'on a appelés, par exemple, un groupe qui s'appelle le Conseil national de la nouvelle résistance et qui a publié tout à fait récemment un certain nombre de propositions. Nicolas Hulot, aussi, a émis une centaine de propositions pour aller dans le sens justement d'un état de conscience nouveau. Donc on voit que, à travers toutes ces personnes, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se travailler et tous parlent de relations justes. Nicolas Hulot, il a repris cette phrase que nous avons souvent citée ici, qui est attribuée à Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et donc il a fait 100 propositions qui commandent toutes par le temps est venu. Alors le temps est venu de ceci, de cela, etc. À partir de là, on peut se demander pour qui le temps est réellement venu. Parce que pour toutes les personnes qui sont en conscience d'ensemble, c'est évident que ce temps est venu même depuis souvent des dizaines d'années. Ça fait souvent tellement de temps qu'on dit le temps est peut-être venu maintenant de commencer à penser en conscience d'ensemble, mais on sait très bien que le temps est venu d'amener ce message à de plus en plus de personnes autour de nous. Le temps est venu que ce message gagne complètement. Mais le temps n'est pas venu pour tout le monde. Loin de là. C'est évident qu'il faut savoir que pour les gens qui sont en conscience individuelle, le temps n'est pas encore venu. Les gens qui sont encore en conscience de masse, le temps n'est certainement pas encore venu et ça va encore durer pendant longtemps. Donc tous les gens qui sont en conscience, par exemple individuelle, c'est complètement hors de leur conception. Ils sont tellement dans le moi d'abord qu'ils n'entendent strictement rien au bien commun. Sauf si à terme, ça doit les gêner dans leur consommation personnelle. Bon, mais sinon, la décroissance, ça n'a strictement aucun sens. Pour les gens en conscience de dépendance, la croissance, c'est au contraire ce qu'ils souhaitent le plus. Enfin de la croissance, enfin qu'on puisse en profiter. Donc ça veut dire que ce temps est venu, il faut faire attention en fait que pas pour tout le monde. La plupart du temps, vous voyez, les gens qui découvrent, ou pour qui ce point de conscience devient extrêmement important, ça devient pratiquement l'idée fondamentale qu'il faut absolument dire à tout le monde. Oui, absolument. Et on va voir tout à l'heure qu'il faut amener de la lumière, qu'il faut amener justement de plus en plus d'éclairage par rapport à tout ça. Mais attention, c'est certainement pas le message qui va faire l'unanimité. D'où peut-être, et c'est très intéressant, parce que Nicolas Hulot finit par un 100e point. Et son 100e point, c'est « Le temps est venu de créer un lobby des consciences ». Exact. C'est tout ce qu'on peut dire. Le temps est venu de créer un lobby des consciences. Et pas n'importe quelle conscience. Encore faudrait-il qu'il précise des consciences d'ensemble, de conscience globale.
Parce qu'il existe déjà un lobby de conscience de masse, un lobby de conscience individuelle, ça marche très très bien. Donc il ne faut surtout pas rester comme ça dans la conscience d'une manière vague. Donc il faut arriver à aller progressivement là-dedans. Donc encore une fois, c'est très intéressant, mais il faut voir que cette conscience d'ensemble, elle ne sera pas majoritaire peut-être avant un siècle. Le temps qu'on passe peut-être de plus en plus à diffuser, à amener de plus en plus dans notre quotidien ce thème fondamental de la relation juste à tous les niveaux de notre société. Alors du coup, quand on voit ça, on dit, moi qui avais tant d'espoir, tu nous disais, le thème de l'année, c'est en quête de sens, incarner l'espoir au quotidien. Bon, le sens, ça progresse. On voit qu'effectivement, au fur et à mesure que les conférences se passent, ça prend de plus en plus de sens. Pour ce qui est de l'espoir, là, cette fois-ci, quelquefois, voilà, c'est quelquefois un petit peu décourageant. C'est vrai qu'on peut se demander s'il faut vraiment attendre un siècle et s'il faut attendre très longtemps avant que ça change. Et est-ce que la planète aura la patience d'attendre? Est-ce qu'on ne sera pas tous cramés avant ça? C'est souvent la grande interrogation des écologistes. Là, il faut revoir quelque chose d'essentiel. Un des buts fondamentaux de l'humanité, c'est l'évolution de conscience de chacun. C'est que chacun doit progresser de la conscience de masse à la conscience individuelle, à la conscience de groupe, jusqu'à devenir un maître de sagesse. Chacun doit faire son chemin à travers l'involution et l'évolution que vous connaissez bien. Ça, c'est le but. La conséquence, ça sera une planète qui sera tout à fait remarquable. Mais une planète remarquable, c'est la conséquence. Ça n'est pas le but. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, on ne doit pas avoir le but ayant une planète idéale. Non, 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 ça c'est des formes. Et on sent bien que quelquefois c'est une tentation. On sent bien des gens qui disent les gens sont vraiment trop inconscients, quelquefois ils disent ils sont trop bêtes, il faudrait une dictature verte. Puisqu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils votent mal, puisque c'est n'importe quoi, il faudrait imposer, il en va de la survie de la Terre, il faudrait imposer une dictature verte. On leur dit maintenant c'est fini, les moteurs comme ça c'est terminé, on ne prend plus l'avion, on fait ça. Vous voyez un petit peu le danger de la chose. Tout ça au profit d'une forme. Mais c'est pas l'important, la forme, c'est pas le but du plan. Le but du plan, c'est l'évolution de la conscience. Ce serait imposer un conditionnement, sans que les gens soient conscients de la nécessité de reconnaître et de respecter les autres, et les autres règnes. Du coup, ça ne serait pas du tout une évolution de conscience, mais un emprisonnement comportemental. Donc il faut bien faire attention de ne pas se mélanger. Le but, c'est pas de créer une planète idéale, le but, c'est l'évolution de la conscience qui, par conséquent, amènera une planète idéale. Mais nous devons passer par l'évolution de conscience. Donc, toute tentation de vouloir embrigader les gens un peu de force ou de leur forcer la main en disant « il faut agir comme ça et pas de cette manière-là », ça ne marche pas. C'est par l'éducation. C'est par l'éclairage, c'est par la lumière, on va y revenir à la fin. C'est vraiment parce que nous cherchons de plus en plus à rayonner des qualités d'être qu'on amènera les gens à cela. Mais c'est à eux d'y venir. C'est pas à nous de les traîner par le col et de les amener de force. Ça peut paraître désespérant quelquefois, mais il faut bien se rendre compte que chaque jour, il y a des milliers de personnes qui progressent sur cette terre en conscience d'ensemble. Il y a des milliers de personnes qui quittent la conscience individuelle, qui se rendent de plus en plus compte de ça. Et souvent, les crises sont un apprentissage aussi par rapport à ça. C'est vrai que c'est toujours le moment de sortir un peu de son quotidien, de son métro, boulot, dodo, et puis d'essayer d'arriver à voir les choses, de dire, au fait, c'est un peu fou ce que je vis là. Donc c'est toujours des moments qui font qu'il faut prendre conscience que ça avance de plus en plus. Ça nous paraît lent, nous, mais c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années, ça va très très vite. Et des gens comme ça, il y en avait très très peu. On l'a vu au mois de mars, quand on a parlé justement de la crise. On a vu combien René Dumont, dans les années 60, était complètement moqué comme écologiste. Et bien, c'était pas il y a si longtemps. Donc les choses vont très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que l'éveil des consciences actuelles, c'est vraiment la clé d'un futur proche, où la force de ce groupe de conscience pèsera suffisamment sur les instances mondiales pour aller dans ce sens-là. Et puis, pour garder l'espoir et incarner l'espoir, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant. C'est qu'on nous dit donc dans les enseignements ésotériques des rayons, que les rayons ne sont pas tous présents sur Terre en même temps et qu'ils ont des saisons. Et que quand un rayon est en incarnation, entendez là qu'il est présent pour tout le monde, cette énergie de rayon amène des bouleversements de société et de civilisation complets. Et que dans un avenir pas très très lointain, au lieu de raconter l'histoire des civilisations comme on le fait maintenant, en essayant de voir un monde causal selon tel individu qui aurait amené telle chose ou tel autre, etc., on le racontera selon les rayons. Pourquoi tel rayon, en incarnation à un moment donné, a donné naissance à telle civilisation?
On nous dit donc qu'à partir de 2025, un rayon qui n'est pas là depuis un bon bout de temps, le rayon 4, d'harmonie par le conflit, il va revenir en incarnation. 2025. Évidemment, ce n'est pas le 1er janvier 2025 à 0 heure, c'est un fondu enchaîné. Et par conséquent, donc, dans ce fondu enchaîné, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'on commence à le sentir dès maintenant. C'est vraiment quelque chose qu'on peut percevoir, parce que de plus en plus de gens y sont sensibles. On parle de plus en plus d'harmonie. D'harmonie à soi-même, d'harmonie à la nature, d'harmonie à l'ensemble, d'harmonie avec l'âme, d'harmonie avec l'être, d'harmonie avec les autres pays. Le mot harmonie revient de plus en plus. Et on commence à critiquer de plus en plus une certaine technologie qui n'est pas du tout harmonieuse, qui crée de la pollution, qui crée des choses qui sont complètement au contraire de l'harmonie. Et ça, c'est tout à fait nouveau comme langage. Et vous allez voir que si vous observez bien, c'est quelque chose qui va se passer donc de plus en plus. Plus on va avancer vers 2025, plus on va aller complètement donc dans ce processus d'harmonisation. Ce qui est intéressant, c'est que ce rayon d'art, parce que c'est aussi le rayon artistique, eh bien on nous dit que ce rayon, quand il va arriver, il va falloir lui laisser une centaine d'années, je m'excuse si on est pressé, mais il va quand même lui laisser une centaine d'années, donc vers 2125, vers 2000, eh bien c'est un rayon qui va totalement bouleverser l'humanité parce qu'il va donner à l'humanité le sens du beau. L'humanité va complètement troquer le sens du technique par le sens du beau. Ça va donner un réveil incroyable à ce qu'on appelle l'art créateur. L'art créateur va devenir la préoccupation majeure de l'humanité. Je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les technologies. Non, c'est même qu'on va trouver même des technologies incroyables. Justement, en refusant toutes les technologies bruyantes, polluantes, mécaniques, etc., on va trouver comment, en faisant des processus de relation avec l'être que nous sommes, les devas, etc., comment on va arriver à trouver des technologies tout simplement de magnétisme. Comment, grâce à ça, on va trouver des voitures qui, comme dans le 5e élément, le film, se déplacent tout simplement sans bruit, au-dessus. Fini les voitures polluantes, fini les moteurs, fini les avions. On va arriver à trouver donc des technologies incroyables maintenant, à base de couleurs, à base de sons. On va se chauffer avec des tableaux. Ce sont des choses qui paraissent absolument absurdes tout de suite. Tout simplement parce que cette énergie-là, elle va nous bouleverser complètement toute notre façon de voir les choses. L'harmonie comme obsession humaine. Or, le rayon 4, quand on le définit comme rayon de l'art, on nous dit que l'art majeur pour l'humanité, c'est pas la peinture, c'est pas l'art musique. L'art majeur, c'est l'art des justes relations. L'art des justes relations. Et pas simplement l'art des justes relations humaines, mais l'art des justes relations avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les devas, avec l'homme, à tous les niveaux. Tous les règnes de la nature, donc en juste relation. C'est vous dire que si on a vraiment des raisons d'espérer, parce que nous allons complètement vers l'arrivée de ce rayon 4, et qu'on sent déjà maintenant, l'humanité commence à être touchée par ça. Et les gens qui le sentent, qui ont un petit peu d'avance, sentent ça, et se font déjà les porte-paroles donc, de cette harmonie, qui sont vraiment donc des choses fondamentales, et qui seront une réponse essentielle donc, à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Une réponse essentielle aux problèmes auxquels on est confronté. Réponse. Ce mot réponse, ça nous demande de distinguer entre deux mots, solution et réponse. On confond souvent les deux. C'est vrai que si on considère les choses du point de vue d'un résultat, le résultat d'un problème, le résultat d'une opération, j'ai la solution, j'ai la réponse, tout ça, ça paraît synonyme. Résultat, solution, réponse, pareil. Et pourtant, il y a des petites nuances qui sont très intéressantes à percevoir. En effet, la solution, ça résulte de l'analyse d'un problème et ça propose d'agir en général au même niveau où s'est posé le problème. Or, comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. On ne peut pas rester sur le même niveau. Or, en général, quand on propose des solutions, c'est sur le même niveau. Il y a tel problème, on n'a qu'à faire ça. Il y a tel problème, on n'a qu'à arrêter ça. Les voitures polluent, on n'a qu'à arrêter les voitures. C'est l'essence, on n'a qu'à mettre de l'électricité. Mais toutes nos solutions, la plupart du temps, et toutes les solutions qui sont proposées par beaucoup de gens, ce sont des solutions qui se situent exactement en réponse et au même niveau que la problématique. Par contre, ce qui peut aller plus loin que la solution, c'est la réponse. Là, la réponse est une proposition. Une proposition qui est faite quand on a pris le temps de remonter en amont du problème. Quand on ne veut pas répondre directement au problème physique, on est remonté à sa cause, à sa source, on est remonté à l'état de conscience. Qu'est-ce qui a engendré cette problématique? Et on va proposer une réponse qui est ouverte, une réponse qui ne se veut surtout pas une solution, et qui est quelque chose qui est une proposition pour avancer ensemble.
Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très constructif, c'est quelque chose qui est très créateur. La plupart du temps, on confond solution et réponse et qu'on mélange généralement les deux. Je vais y revenir. La plupart du temps, on préconise des solutions immédiates aux situations présentes. On préconise des réparations, des propositions en phase avec nos revendications, même, tout de suite. Alors qu'en fait, avec des réponses, il s'agit d'inventer et de construire justement des réponses salvatrices, capables de générer des lendemains qui permettront à chacun de se reconnaître comme partie prenante d'un futur commun. C'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus subtil d'arriver donc par rapport à ces notions de réponse. Mais je vous parlais tout à l'heure justement de ceux qui pensent au monde d'après, je vous parlais de Nicolas Hulot, je vous parlais de toutes sortes de propositions. Quand on lit ces propositions, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils mélangent constamment solutions et réponses. Ils ne font aucune distinction entre solution et réponse. Et donc, dans une liste, vous avez généralement quelquefois une réponse dans des solutions. Par exemple, quand je vous dis que le 100e point de Nicolas Hulot, il faut créer un lobby des consciences, oui, c'est une réponse. Par ailleurs, c'est plein de solutions. En conscience d'ensemble, il faut prendre conscience qu'il est beaucoup plus intéressant d'être dans la réponse que dans la solution. En effet, quand on amène une solution, les solutions nous intéressent. Les solutions nous font bouger momentanément. Ça nous fait réagir. On est pour. Au contraire, on est contre. Contre les solutions. Et on voit toutes les solutions qui ont été proposées par rapport à la crise, c'est une magnifique illustration de ça. Tous les pour, tous les contre, il ne fallait pas, il fallait... Bon. Voilà. Donc de toute façon, ça nous fait réagir, qu'on soit content ou pas. Mais est-ce que ces solutions nous font avancer? Elles nous bougent. Mentalement, émotionnellement. Alors là, pour nous bouger, quand je parle de bouger, c'est pas uniquement au niveau physique. Ça, elles nous bousculent, elles nous bougent. Mais est-ce qu'elles nous font avancer? Est-ce qu'elles nous font progresser? Les résultats concrets des solutions, ça nous encourage. Et nous bougeons intérieurement. Parce que nous sommes interrogés, remués. Mais est-ce que ça dure? Ou est-ce qu'à bout d'un certain temps, c'est pas quelque chose qui retombe? Est-ce qu'on avance pour autant? Et si oui, vers où? Il faut se rendre compte combien la vie active est faite de solutions et qu'elle bouge tout le temps. Mais que la plupart du temps, c'est tourner en rond. Et on tourne en rond et on refait. Et régulièrement, on repasse par les mêmes situations, les mêmes choses. Et on ne peut pas dire que véritablement, on avance. Alors que la réponse, c'est une réflexion profonde qui oblige à une avancée de la conscience pour progresser ensemble, justement, vers de plus justes relations. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais comment avançons-nous? Puisqu'on propose d'avancer et non pas de bouger, comment est-ce qu'on pourrait symboliser justement ce processus d'avancer? Eh bien, les trois énergies de printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, sont trois énergies fondamentales qui sont tout à fait intéressantes en symbolisme. Symbolique des nombres, c'est 1, 2, 3, on retrouve les ternaires, tous les ternaires fondamentaux. Et donc, elles peuvent nous proposer, là aussi, certaines réponses par rapport à bouger et avancer. Un petit dessin. Voilà donc Bélier, Taureau et Gémeaux. On peut mettre ces trois mots, être, avoir et agir. Être, avoir et agir. Et ce, sur des plans tout à fait différents, que ça puisse être à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur. Ce sont donc les trois mots clés qu'on pourrait mettre par rapport à cela. Et comment est-ce qu'on va vivre? Comment à partir de là on peut dire, est-ce qu'il nous donne une direction pour avancer? Oui, parce que quand on est en involution, par exemple quand on est enfant, tous les enfants sont momentanément en involution, eh bien on ne va pas vivre ces trois mots dans le sens de l'évolution, parce que le sens de l'évolution c'est effectivement donc Bélier, Taureau, Gémeaux, être, avoir, agir. On va le vivre à l'envers. Quand on est en construction, on vit les choses dans le sens inverse, dans l'involution. On va donc commencer tout simplement par agir. Et qu'est-ce que fait un enfant si ce n'est agir, bouger? Là, il bouge tout le temps. On pourrait dire que vraiment, ils n'arrêtent pas de bouger, ils n'arrêtent pas de remuer, souvent même on les reproche. Mais ils sont dans l'expérimentation, ils sont dans l'essai constant. Il leur faut constamment bouger. Et c'est vrai que souvent, c'est la maladie des Gémeaux. On bouge tout le temps et on n'arrête pas à se fixer. Mentalement, émotionnellement, physiquement. Mais pourquoi est-ce qu'ils bougent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils font autant d'expériences? Pour avoir. Mais pour avoir quoi? Pour avoir des connaissances à l'école. Puis après avoir des formations quand ils deviennent adultes, puis avoir de l'argent, puis avoir un couple, puis avoir toutes sortes de choses. Bref, on agit, on n'arrête pas d'agir dans la vie pour avoir. Oui, mais pourquoi avoir? Pour être.
C'est qu'à un moment donné, quand j'ai eu suffisamment, quand j'ai eu ce qu'il me fallait, quand j'ai un métier, quand j'ai des formations, quand j'ai des amis, quand j'ai un couple, quand j'ai une famille, quand j'ai un... Eh bien, je suis. Je peux affirmer enfin, j'existe. Je suis pleinement moi-même. Et donc, vous dire, à partir de là, j'ai réussi ma vie. Et donc, on voit comment, finalement, à partir de là, il y a une flèche qui va comme ça. Et l'agir à ce niveau, c'est bouger. Au point de départ, on bouge en tous sens, tout simplement parce qu'on n'a pas conscience d'avancer. On ne sait pas. C'est finalement, à force de bouger, à force d'essayer toutes sortes de choses, à force d'expérimenter, forcément, à un moment donné, on finit par avoir toutes sortes d'expériences. Donc on bouge pour avoir, pour être. Donc c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on devient adulte. Et il y a des tas d'adultes qui restent comme ça toute leur vie. Et ils finissent leur vie et ils sont très satisfaits. Je suis. Et ils pensent que c'est le but. Et beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, le but de la vie, c'est d'être. Après avoir bougé pour avoir pour être. Et ils disent, eh bien, je crois que j'ai assez bien réussi ma vie. Si c'était à refaire, je crois que je referais la même chose. Parfait, très bien. On est tous passés par là, ou on passe tous encore par là maintenant. C'est une phase indispensable. Mais, à un moment donné, être. Mais c'est quoi être? Et c'est là que quelque chose se fait. Et c'est là qu'une relation avec l'âme se fait. Entre l'être personnel et l'être âme que nous sommes, ah oui, il y a peut-être autre chose. Entre la conscience individuelle ou la conscience d'ensemble, ah, c'est peut-être autre chose. Et on progresse dans l'être. Et finalement, l'être que je suis, au bout d'un certain nombre d'années, n'est pas du tout le même que celui auquel j'étais parvenu dans un premier temps. Dans le temps de l'involution, bouger pour avoir, pour être, était vraiment quelque chose qui me construisait en tant que personnalité. Mais maintenant que je suis autre chose, c'est pas du tout le même. Et à partir de là, il est certain que, en tant qu'être, je vais pouvoir me donner les moyens d'avoir, pas pour moi, mais pour l'ensemble, pour pouvoir agir par rapport à la globalité. Et là, on est dans j'avance. Et là, on est vraiment dans la progression. Là, on ne bouge pas, on avance. On sait dans quelle direction on avance. On sait vers où on va. Ah, c'est vraiment quelque chose qui est un progrès important. Voilà donc ce qui se passe. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça résume un petit peu toutes nos histoires de vie. Comment très souvent dans la vie, on bouge pour avoir, pour être. Qu'on a toute une transformation de l'être à faire. Et qu'à partir de là, pour reprendre cette phrase célèbre, à travers cet être, eh bien, je recueille tout ce qui est nécessaire pour venir en aide à mes semblables. Parce que je suis âme, donc par l'oubli de moi, l'oubli du petit moi, je recueille tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables. Ne bouge pas, avance. À un moment donné, il faut arrêter de bouger, à un moment donné, si on a réussi à avoir tout, et continuer à avancer. Et la plupart du temps, on se rend compte que tant que quelque chose n'est pas fini, tant que la ligne du bas n'est pas finie, on revient. Comme on n'est pas satisfait, on bouge. Donc on bouge tout le temps, donc on change les choses, on change de métier, on change de lieu, on change de ceci, on bouge. Pourquoi faire? Pour avoir du changement, pour peut-être tester pas autre chose. Mais à partir du moment où vous êtes dans l'être, on arrête de bouger. On sait où on va, où on doit aller, et on avance. Et cette avance, c'est justement de pouvoir aider les autres. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est cette relation, vous voyez, que nous avons à vivre. C'est cette relation juste qu'il faut qu'on rayonne autour de nous. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, quand on devient quelqu'un qui réalise vers où on va, il y a quelque chose qui change complètement dans notre système de vie. L'être humain, comme je viens de vous le dire, être humain simplement soi-même, c'est pas le but de la création sur Terre. C'est pas le but du plan. Il ne suffit pas d'être en harmonie. Même si on est un être humain qui est devenu en harmonie avec lui-même, ça ne suffit pas. L'être humain est un maillon d'une chaîne, une pièce du puzzle planétaire. Et on ne peut comprendre le sens de notre présence sur Terre sans tenir compte des autres pièces, qui ne sont ni un décor, ni un stock de ressources à disposition des humains. Donc, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on rentre dans ce processus de relation juste, alors on a vraiment à amener ça complètement autour de nous. C'est comme ça qu'on peut faire avancer. Le 21e siècle va nous interpeller, nous tous, en nous disant « Comment vas-tu amener la relation juste ?» Comment vas-tu faire pour qu'autour de toi, ce soit quelque chose, non pas par des discours, non pas forcément par des choses que tu vas faire, non pas par des choses que tu vas créer, mais comment ça va fonctionner? Quelle réponse apporter? Pour ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, on va disposer d'un outil dont je voudrais justement vous parler ce soir. Et cet outil, c'est l'outil de l'invocation
évocation, qui est aussi quelque chose qui est très en rapport avec les Gémeaux. Pour bien comprendre ce que c'est que l'invocation et l'évocation, je vais vous faire deux dessins. C'est souvent le plus clair comme ça. Avant la grande invocation, ou avant le principe d'invocation et d'évocation, quand les humains ne sont pas prêts à faire ça, les humains sont dans la prière. Voilà ce que ça donne. On peut imaginer un humain, ici, donc il est sur Terre, et il perçoit parfaitement ce qui manque. Il y a tel problème, il y a la guerre, il y a des conflits, il y a des injustices, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de relation juste. S'il ne prie pas pour lui, si c'est vraiment quelqu'un qui prie d'une manière intéressante, il va demander au plus d'apporter un moins. Le plus qu'il connaisse, c'est Dieu. C'est quoi Dieu bien embarrassé pour le dire. Mais voilà, les prières, on enseigne qu'il faut demander à Dieu et que Dieu, quelque part, on ne sait pas ni il est, ni qui il est, ni va, mais qu'il va nous exaucer. Vous remarquez donc que la relation, le rapport d'énergie là-dedans, c'est que notre personnage, donc, il réalise ce qui ne va pas, il voit le moins, et il va demander au plus, à Dieu, qu'il fasse quelque chose par rapport au moins. S'il vous plaît, Dieu, apportez-nous la paix, apportez-nous la justice, donnez-nous ceci, donnez-nous cela, faites que nous soyons de plus en plus aimants, faites que nous soyons de plus en plus dans le partage et que nous soyons de plus en plus dans la relation juste. Donc on va demander à Dieu qu'il s'occupe en quelque sorte de résoudre notre problème. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le processus de prière. Maintenant que nous sommes avancés un peu plus en conscience d'ensemble et qu'on a un mental, on peut aller un peu plus loin que dans le processus de prière. Quand on est simplement dans l'émotionnel avec un mental concret, il faut rester dans la prière. Sinon, on peut arriver dans l'invocation et l'évocation. Et là, je vous fais un autre schéma. Donc, nous reprenons notre personnage. Il voit, là aussi, qu'il y a bien des choses qui ne marchent pas sur la Terre. Donc, apparemment, vous voyez, ça commence absolument pareil. Mais ce personnage, il ne va pas aller demander à Dieu. Donc, il va aller demander à ce qu'on appelle le Dieu immanent, c'est-à-dire à sa propre âme. Par la méditation, nous avons tous la capacité de percevoir que notre âme est le plus, que notre âme est lumière, qu'elle est amour, que toute âme est un échantillon divin, que toute âme est fondamentalement, que nous sommes nous-mêmes Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Nous sommes Dieu. Et si on a besoin de lumière, d'amour et de volonté, on peut intervenir. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'invocation. L'invocation, c'est de dire, on remonte vers le plus, on remonte à l'âme pour avoir de la lumière, de l'amour ou de la volonté. Mais, vous remarquez que si on demande de l'amour, de la lumière et de la volonté, on ne peut pas demander directement à ce que notre âme résolve le problème en question, contrairement à la prière. Si j'ai remarqué que là, on manquait de partage, je ne peux pas dire à mon âme, s'il te plaît, amène le partage. Si on manque de fraternité, s'il te plaît, amène un peu ça. Si on manque justement de relations, amène des relations justes. Non. Tout ce que je trouve en vivant moi-même, la lumière, l'amour et la volonté, ce sont des qualités fondamentales. Ce sont les 3 qualités fondamentales. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, autant dans la prière, on est responsable à la demande, mais pas du tout à la réponse. Là, dans l'évocation, on est responsable à la demande et à la réponse. Et cette réponse, elle ne répond pas directement au problème. Elle n'est pas une solution. Cette réponse, c'est simplement qu'elle va amener, sous forme de rayonnement, plus de lumière, plus d'amour, c'est-à-dire les qualités que je suis à travers toute ma personnalité, touchant ainsi toutes sortes d'autres personnes. Voilà. Je mets ici, ça touche tout le monde. Mais ça n'est pas envoyé à ces gens. Simplement, ils sont dans le champ du rayonnement. Et dans le propre champ du rayonnement, c'est quelque chose qui éventuellement peut amener plus de lumière et plus d'amour chez les gens. Lesquels, tous ensemble, participent à résoudre le problème. Parce qu'ils sont plus amour, parce qu'ils sont plus à même. Donc c'est une solution globale. Donc vous voyez, ce qui est fondamental dans l'invocation et l'évocation, c'est que non seulement on ne va pas chercher Dieu, mais on va chercher les qualités que nous sommes, donc Dieu en nous, et qu'on ne répond pas à la problématique directe, comme on pourrait le faire croire à la prière, on répond simplement en cherchant à amener plus de lumière, plus d'amour et plus de volonté par le rayonnement, donc en chacun. Et du coup, c'est chacun qui nous attaquons tous ensemble donc, à la problématique en question. Ça, c'est très très important, oui, parce que ce processus, ce savoir-faire,
Le tibétain nous en a beaucoup parlé à travers ce qu'il a appelé donc le texte de la grande invocation. La grande invocation, vous le trouverez sur notre site, hein, avec la conférence, on fera un dossier, dans le dossier conférence, on y mettra la grande invocation, et on y mettra aussi un deuxième texte avec des termes un petit peu différents, pour vous montrer que si certains termes peuvent gêner, ou parce qu'on les comprend mal, on peut aussi les changer. Cette grande invocation, elle est très forte parce qu'elle est composée de 4 strophes. La première strophe, c'est pour invoquer et évoquer la lumière. La deuxième, pour invoquer et évoquer l'amour. La troisième, pour invoquer et évoquer la volonté. Voilà, 3 strophes très courtes pour invoquer les 3 qualités fondamentales. Quant à la 4e strophe, c'est notre engagement d'humain à faire ce travail. Et tout ça, c'est vraiment ce que nous avons à faire pendant le mois des Gémeaux. C'est réaliser que c'est notre boulot d'arriver à faire ça. C'est pour ça que la journée de la pleine lune des Gémeaux, c'est ce vendredi. Donc le jour de la pleine lune, le jour de la fête de la volonté, de la bonne volonté, eh bien, on appelle aussi la journée de l'invocation. Parce que c'est une incitation à être constamment dans cette invocation. Prenons comme exemple la première strophe de la grande invocation. Elle dit ceci: « Du point de lumière dans la pensée de Dieu ». Vous allez me dire, ça commence bien. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes et que la lumière descende sur la terre. Vous remarquerez que ce texte, je peux parfaitement le dire en prière. Je peux dire, du point de lumière dans la pensée de Dieu, ici tout là-haut, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, ici tout en bas. Mais ce qui est justement intéressant de la grande invocation, c'est que, même si les mots ne sont pas dits, du point de lumière dans la pensée de Dieu en moi, du point de lumière dans l'âme que je suis, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Je ne suis pas en train d'obliger les hommes à penser comme moi. Puisse la lumière les éclairer de plus en plus et qu'à partir de là, eux-mêmes participent au changement. Je ne suis pas en train de faire une espèce d'influence occulte. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on amène ainsi plus de lumière, plus d'amour et plus de volonté. C'est ça le but, vous voyez, de cette grande invocation. C'est pour ça que c'est un moyen vraiment fondamental qui permet de vivre tous ensemble et d'avancer tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui fait que, à travers ça, ça rayonne de plus en plus. C'est notre responsabilité de rayonner de plus en plus ces qualités fondamentales. Donc, l'âme, c'est ce à quoi nous faisons appel pour pouvoir donc amener donc ce rayonnement-là tout autour de nous. Voilà la grande différence entre l'invocation, l'évocation et ce qu'on pourrait appeler donc la prière. Donc ce vendredi, comme je vous le disais, au moment de la pleine lune, c'est toujours le moment de se mettre de plus en plus dans l'invocation. Vous voyez que l'invocation, évocation, c'est un état d'esprit. C'est pas un texte particulier. Par exemple, les gens qui connaissent le Notre Père pourraient très bien le dire en invocation, évocation. Au lieu de dire Notre Père qui êtes aux cieux, c'est Notre Père là, sur mes cieux. Voilà, on pourrait très bien dire des textes. L'intérêt de l'invocation et l'évocation, c'est qu'elle est très très spécialisée et très courte, justement sur les 3 qualités fondamentales, et la 4e qui représente l'engagement de l'humanité. Donc c'est là tout l'intérêt de ce travail-là. Dans ce travail de relations justes, c'est l'outil que nous avons pour amener de plus en plus ces relations. C'est en amenant de plus en plus de lumière, c'est en amenant de plus en plus d'amour, c'est en amenant de plus en plus de compréhension du plan, de ce pourquoi on est là, que les gens d'eux-mêmes vont participer progressivement à des relations de plus en plus justes. C'est pour ça que le temps des Gémeaux, vous voyez, est un temps très, très important parce que c'est la fin des 6 mois que nous venons de vivre, qui sont 6 mois d'alignement très importants, et c'est le point de départ des 6 mois de distribution et de mise en œuvre jusqu'au Sagittaire. Donc c'est une espèce de charnière. C'est pour ça que c'est un moment où il nous faut qu'on réalise comment participer à des relations justes, comment participer à amener plus de lumière et d'amour, comment renforcer de plus en plus le rôle de médiateur de l'être humain. C'est ça qui est véritablement important. C'est pour ça, vous voyez, que dans ces strophes donc, de la grande invocation, on a vraiment tout un travail, c'est un outil qui nous est donné et qui nous empêche de donner simplement dans les solutions, mais qui nous incite tous ensemble à apporter des réponses. Je vous propose une méditation là-dessus.